En direct, donc bienvenue dans ce point. Alors aujourd'hui, on a mis une photo spéciale de Monsieur Henri Désiré Nzouzi puisqu'il a accepté un challenge. Parle-nous de ce challenge, Henri. On est en plein confinement et donc forcément, les gens s'ennuient. Alors, il faut trouver des astuces pour essayer de les sortir un peu de cette morosité ambiante. Alors, je me suis simplement posé une question toute simple. Si le monde ressemblait à un film, à quoi ressemblerait l'humanité après la crise du coronavirus? Imaginons un film qui symbolise effectivement le monde de demain. Voilà. Et donc, j'invite les cinéphiles à faire preuve d'imagination pour trouver le film qui correspond le mieux. Alors moi, pour ma part, j'ai mis, c'est un petit clin d'œil, j'ai mis la bande-annonce de Mad Max 2 de George Gibson pour montrer un monde où le pétrole est très rare, où les gens se battent pour ce qui est rare, mais très cher. Voilà. Alors, très cher Henri, la question qui se pose aujourd'hui, comment va la RDC? La RDC est en train de se relever petit à petit, difficilement, laborieusement. La crise du coronavirus ne facilite pas les choses, vous vous en doutez. Il y a donc une volonté, me semble-t-il, politique clairement affichée pour prendre le problème à bras-le-corps de manière rationnelle. Mais on n'est pas évidemment, je dirais, rêveur. On est lucide sur les difficultés, sur les moyens qu'il faut mobiliser, qu'il faut mettre en œuvre. La RDC fait partie de l'Afrique. L'Afrique, pour l'instant, est épargnée quand on tient compte du bilan, moins de 2000 morts sur le continent, contre plus de 180 000 dans le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher l'attention. Il y a des mesures qui ont été prises. C'est vrai que le contexte n'est pas évident avec un système sanitaire qui reste évidemment à reconstruire. Mais pour le moment, je pense que les autorités de la RDC font ce qu'elles peuvent de mieux. En tout cas, elles s'en sortent plus ou moins bien pour l'instant, en dépit du fait que nous ayons dépassé la barre des 400 personnes contaminées et que l'on s'approche, je parle sous le contrôle de ceux qui nous suivent, d'un peu plus de 25 morts pour l'instant. Quand même rappeler que c'est sur une population de 80 millions d'habitants, donc je pense qu'il faut aussi relativiser les choses tout en restant prudent et en respectant les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale. Alors, tout le monde a entendu parler de cette vidéo entre le docteur qui a proposé ses services et qui est parti donc vis-à-vis de Madagascar et qui se situe en ce moment à Paris. Donc, un mot par rapport à cette vidéo et ce docteur. Quelles sont les informations que nous avons? Euh, Bon, pour la petite histoire, c'est effectivement un médecin très volontaire qui a décidé de se lancer dans la recherche. Il y a un contexte que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'il a trouvé un certain nombre, je dirais, de remèdes dans le cadre de ses recherches qui étaient de nature à soigner certaines pathologies. Il s'est senti menacé, il ne s'est pas senti soutenu, en tout cas à l'époque, par les autorités de son pays. Selon ce que l'on sait, c'est qu'il aurait approché, il y a de cela quelque temps, je dirais, les responsables du secteur de la santé, mais qu'il n'aurait pas forcément été, disons, considéré à sa juste valeur. Il s'est replié depuis quelque temps en France. Il aurait participé, je parle toujours au conditionnel parce qu'il faut faire très attention à ce que l'on entend, à ce que l'on nous dit. Il aurait effectivement participé depuis plusieurs mois à un certain nombre de recherches qui ont abouti à l'annonce qui a été faite par le président malgache. Et depuis lors, les choses se sont emballées. Il aurait repris langue avec les autorités nationales et serait sur le point donc de rejoindre la RDC pour intégrer l'équipe de riposte contre le coronavirus. Donc aujourd'hui, bien sûr que toutes les compétences africaines sont appelées. Et puis, il ne faut pas oublier que nous fêtons aujourd'hui la journée de la malaria, donc la lutte contre la malaria, car c'est aussi une maladie qui fait rage au Congo. Oui, effectivement, elle tue chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est important de tenir compte de ce chiffre. Je pense qu'il faut
prendre au sérieux la menace du Covid-19, être prudent, anticiper sur les menaces à venir, mais tout en relativisant quand même le bilan. Quand on compare d'autres pathologies, quand on compare d'autres épidémies qui ont pu être éradiquées, voire contenues, il faut maintenir l'attention, la pression pour essayer de faire en sorte que cette pandémie soit derrière nous. Alors, le message, vous suivez un peu les médias congolais? Oui, tous les jours, bien sûr. Alors, comment est la réaction de ces médias congolais? Car l'autre jour, nous avons quand même vu un traitement de certaines nouvelles. On avait encore l'impression d'être dans une ancienne époque, car on lisait vraiment tous les alinéas. Est-ce qu'aujourd'hui, ces médias sont suivis par une grande, je vais dire, communauté, par la population au Congo? Est-ce qu'il y a des médias privés, des médias publics? Oui, il y a des médias privés et publics comme partout dans le monde. Il faut simplement s'interroger sur le taux de pénétration de ces médias dans les opinions publiques. Il faut rappeler quand même que le taux de connexion à Internet en RDC dépasse à peine les 5%. Aujourd'hui, ce sont encore et toujours les médias traditionnels, la vente de journaux à la criée, les médias mainstream, officiels ou privés, qui occupent évidemment les différents canaux qui permettent d'être diffusés et de manière à ce que le public puisse effectivement suivre. Vous avez effectivement les éternels radio-trottoirs, celles qui alimentent la rumeur, mais qui peut aussi servir de vecteur pour communiquer entre les personnes. Vous avez le bouche à oreille, le tam-tam africain, enfin, vous connaissez tout ce mode de communication propre, je dirais, à l'Afrique. Non, il y a une forte sensibilisation, c'est très clair de la part de la population, mais en même temps, il faut être rationnel, il faut être réaliste. Si l'on prend l'exemple de la ville de Kinshasa, par exemple, 12 millions d'habitants, ce n'est pas forcément évident de pouvoir atteindre tout le monde en termes de prévention. On a vu par exemple que parmi les premières mesures qui avaient été décidées, notamment la distanciation sociale, le respect de ces distances dans les transports en commun, ça n'a pas du tout été respecté parce que c'est effectivement très compliqué. Mais fort heureusement, quand on regarde le bilan actuel, on ne peut que se féliciter. Le nombre de morts, évidemment, reste important proportionnellement quand on compare avec les chiffres de l'étranger. C'est pour cette raison qu'il faut effectivement rester attentif, respecter les différents gestes que les autorités, que certaines initiatives particulières, et qu'il faut d'ailleurs féliciter, des structures comme le Makutano par exemple, ou bien Mask and Watch ailleurs, ou encore d'autres acteurs du secteur privé, les banques qui, elles aussi, viennent en appui des efforts du gouvernement pour précisément enrayer la menace. Donc, le mot le plus important, puisque vous savez qu'on va parler d'élections très prochainement aussi à travers tout le continent. Nous allons aborder les élections du 19 mai au niveau du Bénin. Oui. Le mot que se pose tout le monde, est-ce que depuis son élection, M. Tshisekedi a vraiment, aujourd'hui, vu qu'on a vu aussi qu'il y avait une rencontre avec M. Kabila la semaine dernière, a pris les mesures des choses, et est-ce que cette je vais dire, connexion africaine, internationale, est venue à son écoute? Oui, écoutez, je crois que cette crise a quand même ceci de révélatrice, d'avoir induit un triple choc, en fait. Je dirais un choc civilisationnel, existentiel et identitaire. Dans un premier temps, souvenez-vous, lorsque l'épidémie a commencé en Chine, on a vu évidemment les Occidentaux et une grande partie du monde pointer du doigt la Chine, jusqu'à ce que tout le monde finalement se sente concernés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est apparue, c'est que lorsque les premiers cas ont été détectés en Afrique, on a vu une partie du monde pointer du doigt l'Afrique sur ses insuffisances, sur son incapacité à faire face à l'épidémie. Et on a tous été surpris de voir que beaucoup de pays, dont la RDC, avaient déjà anticipé la menace en n'attendant pas que la crise ne se dégrade ni ne s'aggrave, et qui ont fait en sorte qu'il y ait un confinement. Certes, on peut reprocher à certains pays d'avoir fait du copier-coller par rapport aux mesures qui ont été prises en Occident. Il reste que
pour le moment, le bilan reste très maigre. Alors, pourquoi je parle de choc existentiel? C'est parce qu'effectivement, on le voit dans nos gestes quotidiens, dans nos comportements, dans nos rapports avec les autres. Il y a beaucoup de changements. On n'est plus aussi familier qu'on ne l'était auparavant. Il faut maintenant se résoudre à respecter certaines règles. Ces règles-là sont le secret pour pouvoir rester en bonne santé, préserver les vies et protéger les autres. Et puis, le choc identitaire, eh bien, vous l'aurez compris, c'est qu'à un moment donné, lorsque l'on voit une Europe totalement dépassée par l'ampleur de la crise, eh bien, on voit que les mécanismes de solidarité ne fonctionnent plus. Et donc, chacun se replie un peu sur soi et on voit que chacun essaie d'apporter ses propres solutions. Les Italiens ont fait beaucoup de reproches à l'Union européenne. Et qui a-t-on vu venir au secours des Italiens? Les Chinois, tout simplement. On peut prendre un autre exemple. Lorsque, aux États-Unis, par exemple, on pointe du doigt le virus chinois, on voit en même temps les Américains être dans une situation extrêmement compliquée où l'on dépasse la cinquantaine de milliers de morts et malheureusement il y a à craindre que le bilan ne soit encore beaucoup plus grave. Et puis pour revenir sur le continent africain, toujours en termes d'identité, eh bien, les efforts qui sont faits par certains pays pour trouver des remèdes à ce mal sont pris de très très haut. On minimise, on méprise, l'OMS décrète, l'Occident dit que c'est pas possible, etc. Et les mécanismes de solidarité entre Africains ne fonctionnent pas non plus. Et ça aussi, ça pose un vrai problème. Depuis l'annonce du président malgache, il n'y a que 2 pays africains qui ont réagi positivement, la RDC par la voix de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président sénégalais Macky Sall. Donc, vous voyez que là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Au final, une crise qui, d'une certaine manière, passez-moi l'expression, a fait tomber les masques, puisqu'on voit très bien que l'éternel antagonisme Occident et pays en voie de développement ou pays émergents sont restés extrêmement vifs et que finalement la solidarité n'est pas forcément localisée là où on pourrait le croire. Il y a eu des défaillances en Europe, on l'a vu au moment de la crise, au moment du déclenchement de cette crise. Il y a aussi des absences de solidarité en Afrique, en dépit du fait que la Banque africaine de développement a mobilisé 10 milliards et que l'Union africaine a créé cette task force pour riposter et trouver les fonds pour lutter contre le coronavirus. Mais on voit aussi qu'il y a des initiatives qui n'ont pas été prises de manière concertée. On prend par exemple l'exemple du roi Mohamed VI, qui par exemple a quand même réussi à convaincre Macky Sall et Alassane Ouattara de créer un front parce qu'une partie des pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, se sont sentis un tout petit peu mis à l'écart par l'initiative de l'Union africaine. On voit bien qu'il y a beaucoup de boulot. Et ce qu'il faut espérer, c'est que parmi les leçons qu'il faudra tirer de cette crise du coronavirus, il y aura une plus grande prise en compte rationnelle de la réalité, des véritables enjeux par les pays africains, par leurs opinions publiques, et puis aussi une démarche volontaire de la part des chefs d'État et de gouvernement du continent à plus de coopération et à moins, je dirais, d'isolationnisme ou de nombrilisme, parce qu'il faut bien le dire, beaucoup de pays continuent encore à regarder vers l'Occident en espérant un coup de main de l'OMS, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, alors qu'il est possible de développer sur le continent de véritables mécanismes de solidarité. Monsieur Henry, merci. Les 2 dernières thématiques en un temps, je veux dire, restreint malheureusement. Alors, nous avons parlé des femmes, de l'importance de donner une voix à la femme africaine, car c'est elle qui est la responsable de la maison. C'est elle qui est aussi qui rembourse le plus les microcrédits. Nous connaissons les Mama Benz, que nous saluons. Nous savons qu'il y en a une qui nous regarde. En tous les cas, par rapport aux femmes, est-ce que cette fois-ci c'est un changement, sachant aussi qu'il y a une distanciation et que les femmes sont un peu laissées protéger? Et puis le deuxième sujet qui nous aborde, c'est African Diaspora Network, puisque vous en êtes le vice-président, et toutes ces initiatives aussi avec Ouchela. Un mot par rapport au confinement et aux reprises des activités. Alors, nous sommes en Belgique et donc le gouvernement a annoncé, a présenté en tout cas son plan de déconfinement en 4 phases à partir du 4 mai prochain. C'est une attente que beaucoup de gens espéraient voir réaliser. Donc nous sommes de ce point de vue-là sur
la bonne voie, mais il va falloir quand même rester extrêmement prudent, puisque beaucoup de spécialistes parlent d'une deuxième vague éventuelle. Vous avez évoqué le rôle de la femme. Je dirais que plus que jamais, elle a, je dirais, confirmé toute la place et toute l'importance de la place qu'elle occupe dans la société. On ne va pas revenir évidemment sur ses acquis, mais son rôle est prépondérant aujourd'hui. C'est la première fois d'ailleurs, on le voit, que toute l'activité, quels que soient les secteurs d'ailleurs, sont à l'arrêt. Les femmes étant d'ailleurs bien représentées, sont d'une certaine manière concernées en premier lieu, puisqu'elles doivent cumuler à la fois leurs tâches de mère, de femme, d'employés ou de travailleurs. Beaucoup de femmes sont en première ligne dans le secteur médical, les infirmières qui sont en première ligne, qui, au péril de leur vie, sont au chevet des malades. Et finalement, ce sont ces femmes-là aussi, en partie, qui font en sorte que le système soit toujours en l'état, puisse perdurer. Et c'est aussi grâce à ces femmes et à d'autres encore, dans d'autres secteurs que je n'ai peut-être pas évoqués, que l'on peut entrevoir un avenir meilleur. Alors, pour l'African Diaspora Network in Europe, vous l'avez noté, donc j'en suis effectivement le vice-président, nous avons estimé, il y a de cela quelques semaines, qu'il était important de pouvoir prendre notre part dans le débat sur la manière la plus efficace d'éradiquer la crise du Covid. Alors, pour ce faire, évidemment, l'idée était, et toujours d'ailleurs, puisque nous sommes toujours en train d'accueillir des invités, c'est de donner la parole à des professionnels qui soient de la santé, des professionnels du monde des médias, du monde culturel, associatif, politique, économique, leur vision sur ce que sera le monde après cette crise. Quelle Afrique pour ceux qui pensent que cette crise va l'épargner, et puis surtout quel rôle pour la diaspora. On sait d'ailleurs aujourd'hui déjà que pour l'année 2020, sur les 48 milliards de transferts qui sont en moyenne chaque année envoyés par la diaspora, il y aura un manque à gagner de 11 milliards, c'est tout à fait normal. Hier, lors du débat que j'ai eu avec mes deux invités, l'une a évoqué le fait qu'au sein de la diaspora, il y a eu beaucoup aussi de décès. C'est très important, c'est aussi important de présenter nos condoléances évidemment à toutes ces personnes qui ont malheureusement payé de leur vie. Et c'est aussi un message important finalement, c'est que dans ce rapport Nord-Sud que nous voyons, il y a une diaspora effectivement qui essaye de s'intégrer dans les pays d'accueil, mais qui voudrait jouer un rôle important en tant qu'acteur de développement dans les pays d'origine. Et c'est aussi important pour nous de pouvoir envisager, et c'est ce que nous pensons au sein de l'ADN, créer une sorte de fonds qui capterait une partie des transferts qui sont effectués chaque année vers l'Afrique. Ça va aux alentours de entre 45 et 50 milliards d'euros. Et une proportion donc de ce fonds-là pourrait alimenter donc ce fonds pour implémenter des projets de développement et faire en sorte effectivement que nos populations locales puissent trouver d'autres débouchés, d'autres solutions à leurs problèmes. Je rebondis parce que vous avez parlé de fonds. Je me rappelle avoir assisté à une conférence d'un professeur universitaire et d'une organisation au sein de Oshola Espace qui parlait justement qu'on devait donner une chance au rapatriement des biens mal acquis pour qu'ils soient investis en Afrique intelligemment. Oui, c'est une idée intéressante. Souvenez-vous, il y a de cela quelques années, ici en Belgique, lorsque on luttait contre l'évasion fiscale, on a introduit la notion d'intérêt notionnel. On a essayé d'encourager effectivement les personnes qui avaient plus tendance à mettre leur argent à l'étranger, de le rapatrier sous certaines conditions. Et cette fois-ci, effectivement, un tel mécanisme pourrait effectivement être envisagé pour nos pays africains. Mais il est important que si des fonds ont été détournés, ils doivent en priorité être restitués au gouvernement, à charge pour eux, évidemment, d'en faire bon usage. C'est pour cette raison d'ailleurs, j'en profite, c'est très important, Amine, pour qu'il y ait effectivement une remise en question de nos pratiques de gouvernance en Afrique, à l'aune de la crise que nous sommes en train de traverser, parce que c'est bien beau de décréter que l'Afrique va bien, ou l'Afrique va survivre, ou l'Afrique a les moyens de se développer, ou que l'Afrique devrait se prendre en charge, mais si au départ, il n'y a pas cette remise en question des pratiques anciennes, et s'il y a toujours, je dirais, cette permanence de comportements hasardeux
qui, je dirais, saignent à blanc les finances publiques, là, je pense que nous n'aurons absolument rien fait. Et c'est pour ça qu'une prise de conscience est nécessaire de ce point de vue-là. Merci, c'était Henri Nzouzi avec nous en direct, toujours au confinement. En tous les cas, le challenge, nous l'accepterons aussi, car tu sais que l'Algérie est le berceau des Frères Lumière, puisque en fait, à l'époque de la France, ils avaient tourné leurs films en Algérie aussi, et que nous avons une lumière inégalable dans le désert. Donc, un dernier mot, si tu veux, en Ngala. Oh, bamama batata bandeko, bozala la kimia, kalamingite tokolonga. Ça veut dire que nous allons vaincre très bientôt. Nous sortirons bientôt de la crise. Et nous, à notre communauté musulmane congolaise, nous présentons nos meilleurs vœux pour le Ramadan, le début du Ramadan. Nous espérons en tous les cas revoir des émissions aussi culturelles qu'il y avait à l'époque, interreligieuses, entre un prêtre, un imam au Congo, et qui expliquait un petit peu cette différence qui n'est en fait pas une différence, mais une unité en croyance dans une entité, qu'elle soit Allah, Jéhovah, Dieu ou la nature, car aujourd'hui, un petit virus a prouvé au monde qu'on n'était pas grand-chose. Au revoir. Merci infiniment, à très bientôt. Au revoir. Voilà, nous étions avec l'invité spécial aujourd'hui, donc Monsieur Henri Nzouzi, pour parler de la situation au Congo, de parler aussi de cette idée que nous soutenons, qui serait la restitution des biens mal acquis ou alors le réinvestissement en Afrique, là où elles sont parties. C'était Amin Hachemi à partir de Bruxelles. Il est 15h31 et nous vous remercions